Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Francis Gilbert. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ben oui, numéro un. Merci de venir me parler de ton entreprise. Plantation Nicolas. En résumé, là, c'est quoi vous faites? On commence tout de suite dans le vif du sujet. Dans le vif. Oui, monsieur. Nous autres, on est parenté avec le Père Noël. Non, on est dans les arbres de Noël. On fait beaucoup dans tout ce qui est sylvicole, qu'on pourrait dire de la couronne, des produits connexes. Puis on fait des grands volumes. On a une grande culture. Donc, votre temps de vente, c'est novembre et décembre de chaque année. C'est là que le gros de ça part. Comment ça a commencé, cette histoire-là de plantation Nicolas? Ben, dans le fond, moi, j'ai tout le temps été dans les arbres de Noël étant plus jeune, d'une autre entreprise. Puis, il y a eu un temps que, je veux dire, on voulait repartir avec nos idées, on va dire comme on dit. Mm-hmm. Donc, en 2013, on a créé Plantation Nicolas. Mon garçon, qui a 13 ans aujourd'hui, s'appelle Nicolas. Puis, on dit souvent Santa Claus, Nicolas, c'est son nom aussi. Donc, tu avais tout ça qui se mariait. Fait que ça a commencé en 2013. On a commencé à cultiver les premiers arbres, à acheter des plantations, puis à faire la revente. Est-ce que vous avez acheté une entreprise existante ou vous êtes parti de zéro, là? Zéro. Donc, il n'y avait pas un arbre de planter quand vous avez commencé? Là. Au début, ça a été carrément achat-revente. C'est sûr qu'en 2013, le marché des arbres de Noël était très difficile. Il y avait un surplus d'arbres qui s'était généré de la crise de 2008. Puis au début 2000, il y a eu beaucoup de plantations. Le monde faisait des sous. Donc, il y a pas de monde qui sont mis à planter des arbres. Partout en Amérique du Nord. Ça a occasionné un surplus. Ça prend 10 ans un arbre. Un surplus sur le marché. Le temps d'écouler ça, la crise économique. Donc, j'ai profité. Le marché était dur, mais j'ai été capable d'acheter des arbres. Puis, je faisais la revente. Donc, je faisais, exemple, si je générais 5 et 10 $ de l'arbre. Puis, j'ai acheté un fonds de terrain en 2013. On était capable de couper beaucoup de branches. On exportait beaucoup des paquets de branches. Dans le fond, c'est du 50 livres. Puis, dans le marché, beaucoup de New-Yorkais qui vont produire d'autres produits avec ça aussi. Donc, c'est un peu ça, la première saison. La première saison, là, ça a commencé comme ça. Parce que là, tu m'as allumé, là, tu m'as dit ça prend 10 ans pour faire pousser un arbre de Noël tel qu'on le connaît, là, qui est en vente des fois un peu partout. Là, un arbre naturel, évidemment. Là. Ouais. Ça prend 10 ans. Donc, si en 2013, ça veut dire que tes premiers vont être prêts en 2023? Ça s'en vient. On a planté 2014. 2013, j'ai pas planté. On a ouvert l'entreprise au mois de juin, juillet. Donc, le temps de plantation, on essaie de faire ça au mois de mai. Premiers arbres plantés par moi-même avec ma pelle, c'était en 2014. En 2014, on a planté sur les terres de Burry qu'on venait d'acheter, en Estrie. On a planté cette année-là, je dirais, une quinzaine de 1000 arbres. Mais ces arbres-là, oui, justement, avec la règle de mathématiques, ils s'en viennent bien hâte de découper. Et ça s'en vient, là? Oui. Puis là, tantôt on disait, bon, la vente, oui, est en novembre-décembre, mais c'est toute une planification à l'année, là. Tu sais, je veux dire, on fait pas juste ça 2 mois, là, c'est à l'année. Comme là, si on coupe ça, mettons, en saison, là, comme là, on est à l'hiver, c'est quoi qui se passe, là? Ben, l'hiver, beaucoup, là, on travaille les ventes. Pour l'année qui s'en vient. On travaille beaucoup, on fait toute la maintenance des équipements. Ça, c'est quelque chose qui revient annuellement, surtout avec l'expansion qu'on connaît. On fait que le côté tout logistique, que je dirais, bureau. Quand on arrive à la fonte des neiges, là, on passe à l'étape plantation. On plante nos arbres, justement, pour une dizaine d'années plus tard. On va faire tous ce qui est des herbicides, les entretiens qui sont annuels, les fertilisants. Il y a différents temps. Au mois de juin, au mois de mai, il y a différents travaux à faire, selon l'ordre. Mm-hmm. Puis après ça, on va arriver au mois de juillet. Ça, c'est un gros morceau aussi, la taille des arbres. La taille est très importante. C'est ce qui va créer la qualité de ton arbre. Je suis assez
assez, comment je dirais, je Pointilleux? demande beaucoup. Moi, je suis perfectionniste. Donc, mais ça, c'est une chose qui est très importante. Ça dure environ 2 mois. Des fois, on va planter l'automne aussi, à partir, je dirais, la fin du travail, quand les températures sont plus fraîches. Là, on se prépare après ça, il y a un petit bout de maintenance. On se prépare au mois d'octobre, on dit, bon, là, c'est comme le temps mort un petit peu. On fait beaucoup l'identification des arbres aussi, avec différentes couleurs, à savoir qu'est-ce qu'on a à vendre, selon les qualités, les grandeurs. Puis on arrive à l'autre étape. Beaucoup de transferts, les Mexicains, la main-d'œuvre arrive en renfort. Puis là, on fait notre coupe de sapin. Fin octobre, on commence. On produit nos couronnes fin octobre, novembre. Puis on fait l'exportation, je dirais, du 12 novembre aller au 1er décembre. C'est le gros boom d'exportation, surtout du côté américain. Puis là, ben, après ça, ben, le cycle recommence. Là, ouais. Mais après ça, au mois de décembre, on est bien fatigué. Normalement, je vais aller faire... Cette année, à cause du COVID, c'était différent. Normalement, on va partir voir le marché. On descend jusqu'à Philadelphie, Washington, on va à Toronto, on va un peu partout. Voir les marchés, comment le marché se comporte. Pour avoir une idée de réflexion en janvier, de dire, bon, j'ai eu ça là, ils demandent ça là-bas, puis identifier les nouveaux marchés. Pour être à la recherche. Puis là, on va revenir à la plantation, là. Est-ce que tu fais affaire avec une pépinière pour avoir ça, des arbres d'un certain X temps, pour contrôler la qualité du type de sapin, du conifère que tu plantes? Oui, bien ça là-dessus, moi je fais affaire, on a notre pépinière qu'on est en train de développer. On fait affaire aussi avec, je dirais en général, 3 autres sources d'approvisionnement. De la manière que ça fonctionne, pour la plupart d'entre eux, c'est que... Parce que quand je dis 10 ans au champ, c'est 10 ans un arbre. Par contre, avant, il y a eu 5 ans dans une pépinière. Parce que le sapin, la première année de tout, il va être long de même. C'est 1 cm. Après ça, c'est un 1-0 qu'on appelle communément parlant. 2-0, deuxième année, il va tomber peut-être entre 4 et 5 pouces. Il n'est pas prêt pour le champ. Le corps n'est même pas gros, mais un Q-tip. Troisième année, donc c'est ça. Pourquoi je répartis un peu dans mes pépinières? J'ai différentes essences de provenance, parce que selon où tu prends tes arbres, des fois la hauteur, l'altitude peut jouer. Il y a différentes choses, la couleur, toutes ces choses-là. Puis aussi, si tu enlèves des risques aussi, s'il y a des problèmes sanitaires dans des pépinières, exemple, il y aurait des maladies racinaires, tu prends ça, tu apportes tout ça chez vous. Donc, je veux dire, si une pépinière a des problèmes avec, mettons, du verglas, dans le fond, tu as tes œufs dans plusieurs paniers. C'est juste ça. Tu réduis ton risque finalement pour garder ta qualité là, de produit. Ouais. Mais c'est des contrats. Fait, ce que je prends cette année, en 2021, c'est des arbres que je vais recevoir au printemps 2024. Que les derniers arbres en 2024, je vais les vendre en 2034. Fait que là, il faut que tu fasses la roue du 15 ans. Fait que là, tu te dis, moi, j'ai 42. Fait que là, ça m'apporte où? Ça, faut que tu y penses. Mais c'est complexe. Parce que, tu sais, on pense souvent... moi, j'en parlais avec mon bagage entrepreneur, d'accompagner des entrepreneurs au point de vue financier. Je pars mon entreprise. Là, tu dis, OK, ben j'ai besoin de sous parce qu'il faut que j'achète mes choses, ma matière première, mais je vais être capable, techniquement parlant, là je comprends que tu fais de l'achat puis de la vente d'autres personnes qui ça, mais n'empêche que la matière première que j'achète, je la revends juste dans 15 ans là, ou 10 ans. Là, il coûte de quoi chaque année à entretenir? Là, ça doit être complexe. Ouais. Mais c'est pour ça que, je veux dire, anciennement, je dirais dans les années 80, 70, début 2000, il y avait quand même... le monde était différent que les gens d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça, poliment, mais... Fait que partir là-dedans, il y en a beaucoup qui travaillaient, puis ils partaient. Puis c'était des plus petits volumes de ferme, puis ils faisaient ça les fins de semaine. Puis c'était un gentleman farmer. Je veux dire, le gars, il allait travailler fin de semaine. Bon, il en ramassait un peu, c'était de l'argent, c'était un bonus de Noël. Quelqu'un qui part à zéro, qui dit, moi, je vais couper 50 000 arbres dans 15 ans, je veux dire, il faut qu'il y ait son père, son grand-père, il faut qu'il y ait des millionnaires. Il faut qu'il y ait des millionnaires en tout, parce que tu vas investir, en général, la règle, c'est 1 pièce de l'arbre annuellement. Et si tu as 2 millions d'arbres, tu vas investir 2 millions, c'est du long terme. C'est du long terme. T'sais. Puis tu peux arriver dans des années que le marché n'est pas bon. Que tu vas vendre tes produits à perte. Puis dans 15 ans, tu ne sais pas qu'est-ce que le marché personne va ne sait. Tu peux là. avoir une guerre, tu peux avoir une récession. En 2008, personne ne savait ce qui arrivait. C'est beaucoup de facteurs. C'est très risqué.
versus d'autres choses. Je dirais, il n'y a pas de fédéré, je veux dire, tu n'as pas un prix plancher, tu n'as rien. Je veux dire, si tu es meilleur vendeur, tu vas t'en tirer mieux que l'autre. Si tu es meilleur producteur, tu risques de t'en tirer mieux que l'autre. Puis là, il faut que tu connaisses, ça vient dealer avec comment tu es capable d'être dynamique, d'avoir les langues, de chercher de nouveaux marchés, des niches. Faites-vous affaire avec des distributeurs? Parce que je comprends, c'est plus aux États-Unis que vous vendez votre marchandise. Bon, on essaie de profiter quand on vend du côté américain, on travaille tout le temps avec le taux de change, donc c'est beaucoup plus avantageux. Je veux dire, si tu commerces avec du 20% ou du 30%, ben, je veux dire, c'est ça de plus dans tes poches à la fin de la saison. Tu as le côté économique, tu as le côté du marché. Aux États-Unis, surtout chez nous, on produit beaucoup des arbres de qualité. C'est un marché que... Il y a beaucoup de monde avec beaucoup de sous. Tu vas dans des marchés comme Boston, Washington, New Jersey, que les autres vont te dire, moi, je suis prêt à payer Francis. Je veux des bons arbres. Mes clients ont des sous beaucoup. Fait que c'est un marché qui est alléchant. Il y a beaucoup de monde. Tu t'en vas aux États-Unis, puis c'est peuplé partout. Donc, c'est pas le même marché. T'sais. Au Québec, tu vas courir. Tu as Montréal qui est un gros centre. Mais beaucoup de producteurs qui sont unilingues, c'est là qu'ils vont aller pour vendre leurs arbres. Il n'ira pas à Boston cogner à la porte, pas le prendre-le. C'est plusieurs facteurs là-dedans. T'sais. Mais c'est quand même intéressant de savoir que, parce que vous êtes situé à Sainte-Clotilde, donc tous ces arbres-là partent techniquement de Sainte-Clotilde, puis parce que à l'hiver passé, c'est combien on parle de... Nous autres, on coupe tout le temps, présentement depuis 2 ans, on coupe en haut de 400 000 arbres par année. On ship un peu plus que ça, avec des achats et des reventes. Les terres, je dirais, en majorité, on est à Saint-Méthode, à Tutoc. Moi, je demeure à Sainte-Clotilde. On plante beaucoup près des bureaux, ces choses-là, pour limiter le transfert de terre en terre. Mais on a beaucoup de terre. Je veux dire, on est je pense, dans 44 municipalités au Québec. On a environ... on a des maisons qu'on a achetées en Estrie. On a environ tout près de 1500 arbres, 1500 arbres qui sont en Estrie. De la production, en allant jusqu'à Saint-Venant de Paquette, sur le bord des douanes américaines. Donc, j'ai des fermes à 2 heures, 2 heures et quart de chez nous. C'est une grosse logistique. On opère sur 4500 arbres présentement. C'est immense, là. Oui, c'est immense. Ça fait une bonne gestion. Mais quand tu dis qu'il faut que tu les tailles tous un après l'autre, ça doit être quand même... Tu sais, c'est quand même exigeant là, à faire tout ça. Là. Ouais. Ben là-dessus, on est chanceux. On a une bonne main-d'œuvre. On a des gars qui voient l'entreprise progresser, avancer. Il y a des gars qui disent moi, ici, ça bouge. On va dire, comme on dit, le boss, il est cool. Fait on reste là. C'est un peu ça. Mais ouais, c'est exigeant. Tout vient avec la planification. Chaque terre, c'est ce que je fais au mois de janvier. Chaque terre va être. Je sais comment j'ai d'arbres, je sais c'est quoi mes ratios à l'arbre, puis on évalue ça. Ces heures-là, c'est tous des chiffres à la base. Ça va te donner un volume d'heures que tu vas distribuer, puis tu vas te donner un buffer, puis bref, du contraire, ça marche très bien. Hein. Puis, une fois on a fait la coupe là, sur une terre, est-ce qu'on a un temps d'attente pour pouvoir replanter des arbres sur cette parcelle-là? Des producteurs vont dire oui, des producteurs vont dire non. Moi, pour ma part, je veux dire, on essaie de... L'année qu'on coupe, on essaie de couper en général. La 8e année, c'est dépendamment des grandeurs d'arbres, du type d'arbre, du type de terrain. Si tout va bien, 8e année, tu peux faire quand même une bonne coupe. Je dirais une coupe peut-être à 30 à 40 %. Fait que tu rentres dans ton champ, tu dis 30-40 % des arbres, je suis capable de les identifier. Ils ont la hauteur, la qualité, la densité. Je les vends, je les coupe. Ça va occasionner quand même un trou, un arbre sur 2, un arbre sur 3. Tu es capable de planter des plus petits sapins entre les souches. Dans le fond, on a la rangée d'arbres, on plante, on fait de l'interplantation entre les souches. Ça, c'est une manière que tu peux dire, j'ai mon petit sapin qui est planté en dessous du papa sapin. Puis là, tu attends la 2e année, tu coupes tout. Fait que là, dans le fond, tu as comme économisé 2 ans de plantation. Parce que l'arbre, mettons que tu implantes ça en 2021, puis tu finis de couper en 2023, ben, cet arbre-là, ça fait 2 ans qu'il pousse. Mais il faut que tu le prennes un peu plus petit. C'est une autre stratégie. Sinon, il y a tout le temps la stratégie, on défait toutes les souches avec la machinerie, des équipements lourds, on met de l'avoine ou d'autres semences, compagnons, puis on recommence les ranger. Moi, j'utilise surtout ça si j'ai des plantations et je dirais, il y a des problèmes de drainage ou...
le terrain n'est pas assez smooth. Fait qu'on veut, mettons, le retravailler, la replanir. C'est ce genre de choses-là. Mais on essaye de ne pas trop brasser la matière organique, toutes ces choses-là. Francis, au point de vue des employés, tu en as parlé tantôt, que tu avais des bons employés. Combien il y a de personnes qui travaillent chez Plantation Nicolas? Dans les périodes tranquilles, donc présentement, ouais. au mois de février, je dirais, on parle à peu près 4 personnes de la maintenance. On est, je dirais, 8 personnes, 8-9 personnes à l'année, qu'on pourrait dire. Quand on tombe les périodes comme au printemps, on va tomber environ une soixantaine de personnes totales. Quand on tombe à l'autre étape, juillet, beaucoup de main-d'œuvre étrangère qui arrive du Mexique directement. On va monter, je dirais, peut-être un 70. Puis à l'automne, comme cette année 2021, on prévoit environ 260 personnes. Entre 260 280. Pendant un mois, pendant quasiment 2 mois, là, le temps de... Ben, je dirais ça un 10 jours en octobre, puis un 6 semaines. Un 6 semaines. Mais c'est assez parce que sur le portefeuille, il n'aime pas ça. Cette boîte-là. Mais ça doit être 6 semaines exigeant aussi. Très exigeant, là. ouais. Parce que... Ben, c'est 7 jours. Je veux dire, on essaie de donner des congés. On est capable d'en donner. Par contre, je veux dire, quand on arrive dans le chargement, toutes les journées comptent. Même s'il fait beau, fait pas beau, ce qu'on va faire des fois, on va faire des rotations. On va dire, OK, vous autres, vous allez faire l'épicerie. Parce que ces gars-là, il faut qu'ils aillent faire l'épicerie. Allez faire l'épicerie. Vous autres, l'équipe ABC, vous faites du chargement. Parce qu'on travaille beaucoup avec les station américaine. Puis le Thanksgiving, c'est tout le temps le jeudi, l'avant-dernier jeudi. Puis ça demande beaucoup de... Ils veulent tous avoir les arbres pour cette date-là. C'est pas compliqué. C'est une date qui est fixe. Puis Thanksgiving est plus fêté, plus, je dirais, respecté dans le calendrier que la fête de Noël aux États-Unis. Donc, d'où l'importance que faut que votre marchandise soit rendue. Puis le défi qu'on a, c'est que on a une date qui est fixe. Je veux dire, si tu fais d'autres cultures, tu as des dates semi-fixes, mais je veux dire, tu peux varier. Tu as une fenêtre qui est un peu plus large, je dirais. Dans le sapin de Noël, si, pour malheur, tu prends 5 jours de neige au début novembre, ou que tu as une sécheresse, où je me rappelle en 2017, il faisait comme 21, 22, 23 degrés. Là, tu te dis, je peux pas couper mes arbres, ils vont sécher, ça va faire un stress. Et là, tu vois les journées qui tombent. Puis si tu manques 3 journées, et tu sais que le 21, 22, c'est un jeudi-là, il faut que tous tes arbres, à 80%, si tes arbres, c'est exporté. Là, tu dis, wow, tu sais, c'est des chiffres, puis tu dis, ben, on peut. Tu sais, c'est pas évident. Fait que, tu dis que tu vas avoir des grosses journées qui vont suivre, là. Des grosses journées, puis à un moment donné, ben, on travaille extérieur. Fait que, tu peux pas travailler avec des lumières non plus. Ça deviendrait extrêmement dangereux. Les scies à chaîne, toutes ces choses-là. Donc, tu travailles avec du soleil au soleil, hein, du début à la fin. Puis surtout, au mois de novembre, on dirait que les journées raccourcissent encore plus vite qu'au mois d'octobre. Là, donc, Puis, je veux dire, souvent, novembre, c'est un mois, hein, ouais. c'est le mois qui est ordinaire. Oh. Fait que tu travailles dehors, tu sais pas si tu vas... Il va faire 5 degrés de pluie. Fait que tu essaies de faire attention à la main-d'œuvre, parce que la dernière affaire que tu veux, c'est avoir la moitié de tes gars qui sont malades, qui sont moins productifs, qui sont pas enjoués à venir travailler le matin, moins performants. C'est quand même un bon défi. Hein? Et je pense que le bon défi aussi, c'est vous faites appel à beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, donc main-d'œuvre qui vient directement du Mexique. Pourquoi avoir fait appel à cette main-d'œuvre-là? Ben moi, dans le fond, on commençait avec l'autre ferme en 2010. On avait beaucoup de problèmes de main-d'œuvre, de plus en plus. Les étudiants à ce moment-là, c'était rendu bien dur. Les faire commencer et les faire finir la saison. Je vais en voyage, j'ai mal à l'épaule, ça ne me tente plus. Fait que la génération a changé. En tant qu'entrepreneur, je veux dire, on arrivait à la fin de la saison, je dis, ouais, OK, là, j'ai 250 000 arbres de pas tailler. J'ai pas main d'œuvre, il faut que je fasse ça au printemps. Tu sais, ça complique toutes les choses. Comment je vais faire pour le faire? Puis, à un moment donné, tu avais beau passer des annonces dans les journaux. Puis, tu sais, c'est quand même... C'est une job qui n'était pas garantie quand c'était les étudiants de dire je vais te donner tant d'heures semaine, tu peux pas les remplir. S'ils mouillent à sur 2 jours,
Tu peux pas. S'il fait 31, 32 degrés, là, tout le monde se met à dire « Ah, il fait trop chaud, on va prendre des coups de soleil, il faut s'en aller chez nous, ça me tente plus. » Fait qu'on dealait avec ça. Fait que on connaissait d'autres fermes d'arbres de Noël dans l'Estrie qui étaient déjà impliqués là-dedans. Après ça, tout ce qui était... le maraîcher était déjà là-dedans depuis 20 ans. Donc, on a viré vers ça. Et moi, c'est ça. Présentement, on parle espagnol chez nous. J'ai des chefs d'équipe, j'ai des contremaîtres, c'est des latinos, c'est des mexicains. Puis je travaille avec ça. Puis c'est la clé du succès. Mais ça t'a apporté à modifier ta façon de travailler puis de vivre un peu, parce que tu l'as dit, là, vous parlez espagnol maintenant à la maison. Probablement que tu n'avais jamais envisagé d'apprendre l'espagnol dans ta vie. Non. 2010, on est allé justement au Mexique. On ne comprenait rien. On était là, on était le touriste normal. 2010, les premiers sont arrivés, qui communiquaient en anglais. On était capable de... Mais tu sais, ça a été dur. Ça a été très dur. Ça prend plusieurs mois avant d'essayer d'embarquer dans le beat. Présentement, à force de le faire, avec la gestion présentement qu'on a, on côtoie ça au quotidien. Donc, c'est comme d'autres choses, tu embarques dedans, tu te mets à le maîtriser. Plus tu le maîtrises, plus tu parles. Puis c'est très fluide. À l'automne, chez nous, moi, en tout cas, cellulaire, je dirais, il est 40% anglais, 40% espagnol, 10% français, puis 50% anglais. C'est trilingue. Carrément toujours. Mon marché est aux États-Unis et en Ontario, donc... On n'a pas le choix? On n'a pas le choix. La langue du négociation. En tant qu'employeur, ta responsabilité pour ces travailleurs étrangers-là, ça t'a apporté à acheter des maisons, à finalement t'es responsable d'eux là, pendant tout leur séjour au Québec. Ouais. C'est le côté que tu apprends n'importe quel entrepreneur qui commence avec la main-d'œuvre étrangère. Je sais pas dans quoi il s'en va jusqu'à temps que tu n'entends parler. C'est sûr que quand tu avais le Québécois typique, il arrive quelque chose, il se fait mal, il va s'organiser, il va aller à l'hôpital lui-même, il a mal dedans, il va s'en occuper. Quand tu as un Latino ou un travailleur étranger, il arrive chez vous, il parle pas la langue, sa carte de guichet est démagnétisée, pas tard, ayudami. Quand il y a mal à la dent, c'est toi, il faut que ça nous occupe, c'est toi, il faut que tu gères ça, ces choses-là. Faut que tu fournisses ça, les appartements, tout ce qui va rester. Tu veux que ça soit bien logé. Quand il y a une fusible qui est sautée, les gars se cassent pas. Ils vont pas chercher beaucoup loin. Fait que là, ils t'appellent. Fait que là, faut que tu ailles le voir. Fait que là, les gars, c'était juste ça. Fait que tu essaies de les éduquer. Après ça, les véhicules aussi. Tout le temps, tu te dis, ouais, eux autres, s'il arrive une collision, ils vont faire quoi avec le Canadien? T'es sur alerte, c'est 7 jours semaine. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Il y en a qui se réveillent dans la nuit, mal à l'estomac, ça m'a déjà arrivé. Faut que tu ailles à l'hôpital, tu sais. Ça vient avec. Mais est-ce que tu as une récurrence dans ces employés-là qui viennent faire ton 6 semaines ou on parlait peut-être juillet là, des fois, là, qui viennent faire leurs 5 mois avec toi depuis 10 ans peut-être? Non, parce que je veux dire, notre entreprise est partie entre les lignes en 2013, un chiffre d'affaires peut-être de 150 000 $, que là, cette année 2021, on s'approchait probablement du 17-18 millions. Donc, je veux dire, l'expansion fait que j'ai des gars, ça fait longtemps qu'ils viennent, mais par contre, ils sont insuffisants. Fait que c'est tout le temps à grossir la famille. Mais oui, je dirais, depuis quand même, il y a une certaine stabilité. Depuis 2 ans, j'ai facilement 70% de la main-d'œuvre qui vient. On travaille dans ce sens-là. On a des bons chefs d'équipe, bien les traités, puis qui s'intéressent à revenir chez Plantation, en fond. Parce que tu fais moins de formation, plus productif. J'aimerais ça t'entendre sur la COVID, puis je m'explique, c'est un peu en lien avec les travailleurs étrangers. Ils ont fermé des frontières, ils ont éliminé les vols non essentiels. Toi, tu parlais juillet. Ça t'a-tu fait peur, cette COVID-là, de gestion de travailleurs étrangers temporaires puis de frontières fermées? Ça a été la peur de tous les producteurs, tous les maraîchers, tous les saisonniers canadiens. Nous, justement, on est revenu de Floride l'an passé, on voyait tout ce qui se passait, tout s'y met fermé, on se disait, c'est la fin du monde, tout le monde pensait pareil. L'ambassade pas l'ambassade, mais les bureaux au Mexique sont mis à fermer, au Guatemala, on a des gens du Guatemala, tout s'est mis à fermer, plus capable de réponse. Les Mexicains disaient, je veux aller chercher mes papiers, mais c'est fermé. Là, on se disait, ouais, on a tous ces travaux printaniers-là à faire, parce que la neige va fondre quand même, hein.
Fait que, je veux dire, là, tu dis, il faut faire ça. Je gardais tout le temps beaucoup d'ouvrages, beaucoup, relativement parlant, mais je gardais tout le temps des choses à faire pour les Mexicains. Parce que des fois, il arrive quelques jours d'avance, puis tu sais jamais c'est quoi ton printemps. Si c'est plus pluvieux, au moins, ça vient de l'ouvrage. Parce que la dernière chose que tu veux faire, c'est laisser à la maison. Donc là, on a vu ça arriver, puis ça a été angoissant au bout. J'ai des gens du Guatemala l'année passée qui sont arrivés, ils ont commencé à travailler dans les champs 2 mois après la date requise. Ça a été un défi l'année passée jusqu'au mois de septembre. On a eu du monde chez nous en quarantaine. Heureusement, on a beaucoup de maisons. On a été capable de les loger. 1 là, 4 là, 6 là. Puis ça a été une gestion continue. C'est très stressant. Cette année, par contre, je veux dire, les bureaux sont ouverts. En tant qu'employeur, on est beaucoup plus près du dossier, du sens, je veux dire, on les pousse un peu dans le dos. On est sûr, dans le temps que tout est ouvert, go, go, go. Parce qu'on a besoin. Oui, puis vous savez qu'est-ce que ça peut faire finalement si le bureau ferme, donc en prévision de. On ne sait jamais quand est-ce que la situation va revirer de bord. Là. On est toujours aux aguets finalement d'une éclosion quelconque, là, peu importe où sur la planète. Et ça a été angoissant pour tout le monde. Francis, on n'a malheureusement plus de temps, mais merci beaucoup pour ta générosité d'expliquer cette entreprise que peu de gens connaissent qui génère beaucoup d'emplois sur notre territoire, là, puis aussi un beau chiffre d'affaires. Là. Puis surtout l'expansion là, que tu as vécue dans les dernières années. Là, merci pour ton temps et ce partage-là. Ah, merci. Très intéressant. Ouais. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.